Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille actuellement. Et si le but c'est que si c'est un projet qui vous intéresse, vraiment n'hésitez pas à me rejoindre pour qu'on bosse dessus ensemble parce que j'ai mis le projet sur GitHub. Donc du coup je vais vous présenter si c'est un projet qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller les gars pour faire des pull requests, pour voir pour qu'on bosse sur ce projet ensemble parce que c'est un projet assez intéressant, surtout pour ceux qui veulent pousser la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, les gars. Si vous voulez faire des choses intéressantes, n'hésitez pas à rejoindre le projet, les gars. Alors, le projet, c'est quoi? En fait, le but, c'est de développer un simulateur, les gars, un simulateur de combat multi-agent basé sur l'apprentissage par renforcement, les gars, où vous avez plusieurs types d'agents qui peuvent être interagir dans un environnement, les gars. Et vous allez voir, dans cet environnement, il a été mis à place. C'est un environnement assez simple. Donc, c'est un environnement de combat, comme tout environnement de combat, hein. On peut avoir des ennemis, on peut avoir des obstacles, on peut avoir des points de ravitaillement, ainsi de suite, les gars. Et on a plusieurs types d'agents. Pour l'instant, le simulateur, il est encore en phase de développement. Comme je vous ai dit, si c'est un truc qui vous intéresse, en tout cas, vous allez voir vous-même ce qui a été fait jusqu'à actuellement. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller, surtout pour ceux qui veulent pousser la recherche dans ce type de travail, les gars. Alors, déjà, on va commencer par où? Ça, c'est le README. Alors, le README, j'explique un peu de quoi il s'agit, mais comme je vous ai dit, le titre du projet, c'est assez parlant, un simulateur multi-agent de combat, les gars. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter déjà? Alors, le projet, il est structuré, il est assez bien structuré. Ici, vous avez déjà les éléments qui ont été développés jusqu'à actuellement. J'ai des agents qui ont été développés. Vous voyez ici. Et il y a des agents qui ont été développés, il y a aussi des ennemis qui ont été développés, il y a des objets qui ont été développés. J'ai aussi développé l'environnement en lui-même. Et pour les agents qui ont été développés, par exemple, si on ouvre le fichier agent ici, vous allez voir que ça, c'est le comportement de base. Ici, on a le comportement de base d'un agent. Un agent, pour moi, ici, ça peut être un sniper, ça peut être un combattant, ça peut être un véhicule de combat, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le comportement de base qu'un agent a dans cet environnement, les gars. Par exemple, de base, un agent, il a certaines propriétés, il a son énergie, il a ses points de vie, ainsi de suite. Il a son angle de vue, donc il voit sur certains angles. C'est ça que j'appelle le fauve ici. Par exemple, il y a certains agents par exemple, un sniper, on peut dire, il voit loin, mais il voit aussi assez large, contrairement, par exemple, à un soigneur qui n'a pas besoin de voir loin. Vous voyez, les gars. Donc, ici, on a les comportements de base de tous les agents et les méthodes qui y vont avec. Par exemple, on a les méthodes de déplacement de base, parce qu'après, on peut instancier chacune de ces méthodes en fonction de l'agent qu'on veut mettre en place. Comme je vous ai dit, un sniper ne va pas se déplacer comme un soigneur et un soigneur ne va pas se déplacer comme un patrouilleur, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont justement les comportements de base que les agents ont dans cet environnement. Donc, après, on va créer des classes filles. Ici, on a plein de méthodes, hein. On a aussi le Get Vision. Get Vision, c'est une méthode qui permet à l'agent en fait, qui retourne les informations que l'agent perçoit de son environnement. Vous savez, comme moi, l'agent ne peut pas voir tout son environnement en instant T. Il voit un certain nombre d'éléments. Donc, Get Vision nous permet de retourner ces éléments-là. Et il y a plein de choses, hein, les gars. Si on commence à tout commenter, la vidéo sera longue. Mais le but, c'est vraiment de vous présenter, parce que pour l'instant, c'est vraiment un tas de choses mélangées, hein, les gars. Le but, c'est de vous présenter le cœur du projet. Et si c'est un truc qui vous intéresse, vraiment, je cherche des gars qui sont intéressés et qui peuvent contribuer à ça parce que c'est un projet qui me tient à cœur et j'aimerais vraiment qu'on mette en place un truc intéressant, les gars. Comme je vous ai dit, on a des agents. Maintenant, j'ai créé ici des agents de combat ici, qui sont maintenant des classes filles de ces agents-là. Par exemple, on a des scouts. Un scout, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est un patrouilleur. Le patrouilleur, il a certaines propriétés. Il doit se déplacer vite. Il doit chercher où se trouvent des ennemis. Il doit chercher où se trouvent des points de ravitaillement. Par contre, il doit aussi avoir certaines propriétés. Il ne doit pas être fort au combat, par exemple. Donc, par exemple, s'il y a des situations de combat, il doit éviter des combats. Il doit seulement essayer comment on dit, de débusquer où se trouvent les ennemis et envoyer les informations
à ses compatriotes, si on peut dire comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on instancie le scout. Et le scout agent, il a certaines propriétés, comme je vous ai dit. Par exemple, même son perform action, ça, c'est comment les actions qu'ils peuvent mener. Il peut se déplacer, comme on a vu. Il peut attendre, il peut scanner une zone. Il peut se cacher. Il peut aussi attaquer. Mais comme je vous ai dit, euh, le but, c'est que cet agent, par exemple, il ne doit pas être fait pour le combat. Il a été fait juste pour aller trouver où se trouvent des ennemis, où se trouvent des points de ravitaillement. Mais il peut avoir qu'il ait des situations de combat et qu'il doit combattre. Et tout ça, en fait, ce sont des choses que vous allez voir plus tard que j'ai fait dans l'agent par apprentissage par renforcement. Donc, on va permettre à cet agent de vraiment se comporter comme un patrouilleur, les gars. Alors, pour l'instant, il y a encore plein de choses à développer, hein. Ça, c'est juste les petites choses de base que j'ai faites. Et je cherche vraiment des gars, comme je vous ai dit, c'est ceux qui sont intéressés, bien sûr, par ces projets, qui veulent contribuer. N'hésitez pas à me contacter, les gars, ou peut-être à directement rejoindre le projet sur GitHub, les gars. Je pense, la meilleure des façons. Et si on peut continuer, on a aussi un sniper. Pour l'instant, en fait, en tout cas, je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour l'instant, l'agent que j'ai commencé, je me suis vraiment concentré sur le patrouilleur parce que c'était vraiment le plus simple à faire. Donc, je me suis concentré sur le patrouilleur. J'ai mis en place l'apprentissage pour le patrouilleur. Mais pour le reste des agents, pour l'instant, ils fonctionnent sur des méthodes aléatoires. Donc, ils ne sont pas encore faits, en fait. Donc, le cerveau pour ces agents n'est pas encore mis en place. Mais pour l'instant, pour le patrouilleur, il a été fait. Ce qui me manque vraiment, c'est la puissance de calcul pour pouvoir l'entraîner, cet agent. Mais sinon, la logique, il était déjà mis en place. Après, on a le sniper. Comme je vous ai dit, le sniper, il peut avoir certaines propriétés. Par exemple, ici, vous voyez, il peut voir assez loin. Vous voyez, il voit à 100 mètres devant lui. Bon, ça, il voit en 100 unités. Et ça, c'est en unité de mon environnement. Par exemple, l'environnement complet, il est de combien? Je pense qu'il est de, j'oublie la taille, mais après, on verra dans la fonction environnement. Mais par exemple, on peut voir que le sniper, il voit à 100 mètres ou peut-être à 100 unités devant lui. D'accord, les gars? Et on peut voir qu'il voit à 90 degrés aussi. Donc, ça c'est comme pour l'instant, je me suis concentré vraiment sur le patrouilleur. Pour le reste, les méthodes, il y a encore plein de méthodes à implémenter. On a le sniper, on a on a l'agent de garde, celui qui va mener la garde, oui. On a les kamikazes, on a aussi les agents qui peuvent se comporter comme des kamikazes. Par exemple, c'est un agent qui doit vraiment intervenir en cas de force majeure si l'équipe est en difficulté, c'est là où lui, il intervient peut-être pour se sacrifier, les gars. Et on a des agents, on a le soigneur. Le soigneur aussi, il doit se déplacer assez rapidement. Il doit chercher où se trouvent des alliés pour pouvoir les soigner. D'accord, les gars? En tout cas, il y a plein d'agents qu'on peut imaginer et qu'on peut implémenter. On a aussi le heavy agent. Le heavy agent est implémenté pour être l'agent, celui-là qui est vraiment lourdement armé. Ça peut être comme un tank, vous voyez. Il doit être solide sur ses pieds, les gars. Donc, c'est un comportement qu'on vise pour cet agent. Ça, ce sont les agents qui ont été implémentés. Ça, c'est la logique derrière les agents en eux-mêmes. Après, on a les ennemis. Les ennemis, vu qu'on veut entraîner nos agents à évoluer dans un certain environnement, ici, on a défini un certain nombre d'ennemis avec un certain nombre de comportements. Par exemple, vous pouvez voir ici, j'ai défini des drones qui vont se déplacer, qui ont certains comportements implicites implémentés. Par exemple, on peut voir ces drones-là. Et le drone, il est un peu plus compliqué. On va prendre par exemple le drone simple. Pour faire simple, ce drone, il a un certain comportement. Il doit avoir une trajectoire de déplacement, par exemple. Par exemple, il peut avoir une trajectoire circulaire, il peut avoir une trajectoire euh, en forme d'ellipse, il peut avoir une trajectoire carrée, donc il peut avoir plusieurs types de trajectoires. En plus, il peut se muter, il peut par exemple se muter, comme vous pouvez voir ici, là, c'est une propriété de mutation. Donc, il peut se muter, c'est-à-dire il peut changer de comportement. Cela a été implémenté ici. Il peut aussi chasser, par exemple, si un agent est dans son rayon de chasse, par exemple, il peut commencer à pourchasser cet agent. Et dès qu'il est dans un périmètre d'attaque, il va l'attaquer. Donc, c'est le comportement des drones ici. C'est-à-dire, patrouille. C'est un drone qui patrouille dans une certaine zone.
Si l'agent arrive dans cette zone, il va commencer à le pourchasser. Et dès qu'il atteint la zone d'attaque de l'agent, il commence à l'attaquer à partir des projectiles. Il peut lancer des projectiles, il peut lancer de la fumée, il peut lancer aussi ce que j'ai appelé des brouilleurs de communication. C'est-à-dire, quand il lance un brouilleur de communication, ça empêche l'agent d'envoyer des informations. C'est-à-dire, par exemple, le but, c'est que les agents, à la fin, puissent communiquer entre eux et fonctionner ensemble, hein. Donc, le drone est là pour l'empêcher de faire certaines choses. Il peut l'attaquer en mettant des projectiles. Par exemple, je vais par exemple aller dans quelle méthode ici. Alors, là où il attaque, c'est où? La méthode update, c'est où? Voilà. Oui, chasse et attaque. Vous voyez, les gars. Par exemple, les drones ont plusieurs propriétés. On peut avoir des drones qui sont là pour brouiller la communication, comme vous voyez. C'est-à-dire, si le rôle du drone est de brouiller la communication, il va brouiller la communication. Si son rôle est de lancer de la fumée pour empêcher l'agent de voir devant lui, il va lancer de la fumée. Si son rôle, c'est un drone qui est là pour attaquer, il va attaquer. Donc, il va lancer des projectiles. Et si ces projectiles touchent l'agent, ça va bien sûr lui coûter des points de vie. Je vous ai parlé de patrouiller, donc le drone peut patrouiller. On peut voir ici plusieurs comportements de patrouille, hein. Il y a des drones qui patrouillent de façon circulaire, il y a d'autres qui patrouillent de façon ellipsoïdale, il y a d'autres qui patrouillent de façon sous forme de 8 là, c'est-à-dire il va faire comme deux cercles les uns des autres, comme vous avez ici, sous forme d'infini comme ça. Ça s'appelle déjà le Lemniscate, d'accord? On peut avoir des drones qui ont des trajectoires aléatoires, c'est-à-dire il va choisir un point aléatoire, il va se déplacer vers ce point. Et si en cours de chemin, il perçoit un agent dans son dans son champ de vision, il va le pourchasser et l'attaquer. Le drone peut se reproduire aussi. Je sais pas si, voilà. Le drone peut se reproduire. Un drone peut se reproduire, c'est-à-dire, c'est comme des drones, comme je vous ai parlé de mutation, par exemple. Donc, mutation, ici, il y a deux comportements d'abord. Il y a le comportement de mutation, c'est-à-dire, un drone qui était d'abord, au départ, chargé juste pour lancer des brouilleurs de communication, il peut arriver qu'il mute. Maintenant, il devient un drone qui va attaquer avec des projectiles, vous voyez. Ça, c'est la mutation. Aussi, il peut reproduire, c'est-à-dire, il peut se reproduire, quoi. Donc, donner naissance à un nouveau drone, d'accord? Pour que l'environnement ne soit pas saturé, bien sûr, il y a un nombre maximum de drones autorisés dans l'environnement. C'est-à-dire, si un drone veut se reproduire, il vérifie d'abord si la population n'est pas très élevée. Si la population de drones est très élevée, il ne va pas se reproduire. Ça, c'est le comportement des drones. J'ai implémenté deux types de drones. Il y a aussi les drones élites ici. Le drone élite est un peu plus complexe. Vous-même, vous allez voir, il est un peu plus complexe. Il a déjà tous les comportements du drone simple que je vous ai expliqué, mais en plus de ça, il peut faire plein de choses. Et sa mutation est encore plus complexe. Et il a un comportement plus évolué, si on peut dire. Donc, c'est la même chose. Alors, après, il y a aussi des ennemis sous forme de kamikazes, hein. Les ennemis kamikazes, leurs objectifs, vu que c'est un ennemi, il est juste stationné à un point B, à un point A. Dès que l'agent entre dans sa zone d'attaque, il va commencer à le pourchasser. Si l'agent sort de sa zone d'attaque, il va arrêter de le pourchasser. Mais tant qu'il est dans sa zone d'attaque, il va le pourchasser. Et s'il entre en collision avec lui, il explose. Il explose, mais pas de façon instantanée. Il explose avec un compte à rebours. Si vous voyez ici, il y a un cooldown ici. Alors oui, il y a un délai. C'est-à-dire, si l'agent reste trop près du kamikaze avec un certain temps, ici c'est 15 frames, donc 15, on peut dire 15 secondes. En 15 unités de temps, il va exploser. Et quand il explose, il a un nombre de points de vie qu'il prend. Donc, il prend assez de points. Si on veut voir le comportement, son comportement est ici, hein. Son comportement est dans cette fonction. Vous voyez, il peut pourchasser les agents et les attaquer. Après, il y a aussi les tourelles ici. Leur but, c'est juste comme une tour stationnée qui attaque, en fait, qui vise des projectiles quand l'agent entre dans cette région. C'est-à-dire c'est un peu comme une tour fixe. Dès que l'agent entre dans la zone de tir, il a aussi la tour a aussi comme un angle de vue, c'est-à-dire si l'agent entre dans cette zone, il sera attaqué aussi. Déjà, on peut voir qu'on a des ennemis statiques qui sont comme des tours, comme ça, comme des tours. On a des ennemis dynamiques qui se déplacent comme des drones.
avec des comportements de mutation et tout. Ça, c'est ce qui est implémenté pour des ennemis. Après, on a aussi des objets. Les objets dans la scène, ça peut être des murs, ça peut être des projectiles. Ici, les projectiles, même les agents peuvent lancer des projectiles, les ennemis peuvent lancer des projectiles. Donc, très important de faire la différence entre qui a lancé le projectile. Par exemple, si un agent lance le projectile, il ne faudrait pas que ça touche. Par exemple, si ça touche un agent allié, il ne faudrait pas qu'il soit blessé. Donc, c'est ça, le projectile est là pour gérer ça. Donc, vous allez voir, le projectile a un propriétaire. Ici, vous allez voir propriétaire owner ici, qui va gérer qui a lancé ce projectile. Et il a un comportement assez simple. Euh, il se déplace sur le vecteur directeur de celui qui l'a lancé. C'est-à-dire, si tu l'as lancé en regardant devant, le projectile va juste se déplacer devant. Si tu regardes à gauche, il va se déplacer à gauche. Il a un nombre de temps à laquelle, en fait, il a un nombre de temps avant de s'expirer. C'est-à-dire, si tu le lances à l'instant t égale 0, à l'instant t égale 40, il va disparaître automatiquement. Pour que si peut-être tu as lancé un projectile et que ça a raté ta cible, il ne faudrait pas que ça aille à l'infini, quoi. Il faudrait que ça disparaisse de l'environnement à un moment donné. Donc, on a mis un temps de 40 qui est assez suffisant. C'est-à-dire, c'est un peu comme une distance maximale. On peut voir ce temps comme une distance maximale que le projectile va parcourir. Et si pendant la trajectoire, il entre en collision avec un ennemi, il va bien sûr donner des dommages. Vous voyez, il y a le dommage ici associé au projectile. Mais s'il entre en collision avec un allié, en fait, il ne va pas donner le dommage à l'allié. C'est pour éviter que ça devienne n'importe quoi, hein, parce qu'un agent peut, vu qu'en plus on veut mettre en place l'apprentissage par renforcement, il ne faudrait pas qu'on se complique aussi la tâche. Mais je pense que ce serait mieux de voir ça plus tard. Après, on a des murs. Des murs sont des objets simples. Ce sont des objets statiques. Un agent ne peut pas passer à travers, tout simplement. Après, on a des zones de brouillage de communication, comme je vous ai dit. C'est la même chose que les projectiles. On a dit un drone peut lancer des projectiles. Le drone peut aussi lancer comme une sorte de fumée. Vous voyez? Donc, s'il lance cette fumée et qu'un agent se trouve dans cette zone, sa vision sera réduite. Vous voyez? Ou peut-être bloquée. Parce qu'il y a deux comportements. Il y a la fumée. Il y a d'abord le smoke zone. Si tu es dans cette zone, ta vision est juste réduite. C'est-à-dire, si tu voyais à 100 mètres, ça va réduire ta vision. Vous voyez, voici le taux de réduction. Ça va réduire de 95%. Donc, si tu voyais à 100 mètres, maintenant tu vas voir à 5 mètres. Donc, vous voyez. Et c'est ça, c'est simple, hein. Vous voyez la pénalité de la vision. Donc, si un agent voit à 100 mètres, maintenant il va voir à 5 mètres. À 5 mètres. Après, on a aussi les jammer zones qui sont là pour bloquer complètement la vision. C'est-à-dire, si un agent entre dans cette zone, il devient complètement aveugle, quoi. Il ne voit plus. Il y a aussi les brouilleurs de communication. Alors, c'est un comportement assez intéressant pour le brouilleur de communication parce que les agents, il y a aussi, j'ai mis en place, je ne sais pas si vous avez, on n'a pas assez bien parcouru la fonction agent, mais si vous téléchargez le projet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place parce que dans l'agent, ici, vous voyez que l'agent a la possibilité d'envoyer des messages, il a la possibilité de recevoir des messages, vous voyez. Donc, il peut recevoir des messages des autres agents, il peut envoyer des messages à d'autres agents. C'est vraiment comme dans une situation de combat réel, hein. On peut envoyer des messages, on peut recevoir des messages, et ces messages peuvent être indicatifs. Par exemple, un agent peut repérer, comme tout à l'heure on a vu le comportement du patrouilleur, hein. Le patrouilleur, c'est ça exactement. Il va aller vite dans les zones, repérer des ennemis. Lui, il n'est pas apte au combat. Il est juste là pour repérer des ennemis, éviter de l'affrontement et envoyer les messages à ceux qui sont prêts pour l'affrontement. Donc, c'est ça le but. Donc, on a implémenté ici deux méthodes pour ça. Envoyer un message, recevoir un message. Donc, d'ailleurs, chaque agent, il a une inbox comme une boîte de messagerie. Inbox, c'est là, comme une boîte de messagerie. D'accord? Donc, après, si vous voulez bosser sur le projet, par exemple, si vous mettez en place un système d'apprentissage par renforcement, moi, pour l'instant, dans ce que j'ai fait, je n'utilise pas encore les messages parce que c'est aussi complexe. Il faut bien gérer ces informations.
Et vous pouvez utiliser ces informations pour pouvoir entraîner votre modèle, hein, parce que ça peut être informatif. Alors, si on continue, on a vu des zones de brouillage de communication, c'est-à-dire quand tu es dans cette zone, ton message, il est altéré, voilà. Ton message, il est juste altéré, c'est-à-dire, euh, si tu reçois un message que, par exemple, prenons un exemple. Un allié envoie un message, il te dit, j'ai repéré un ennemi à telle position, avec telle énergie, c'est-à-dire peut-être c'est une situation dangereuse, et que toi, tu étais dans une zone où le message est brouillé. Vous voyez, le message est brouillé, c'est-à-dire on change de façon aléatoire la position du message que tu as reçu. C'est-à-dire que tu as reçu un message où on te disait, il y a un ennemi à la position 5-5, bah, il va t'envoyer une position aléatoire comme ça, et c'est ça le but. Donc, le modèle doit être en mesure de gérer ce type d'informations. C'est ça le but du brouillage de communication. Et on n'a pas vu quoi. On a aussi des objets de quête. Des objets de quête, je pense, ça peut être comme une quête, c'est-à-dire les agents, ils sont là pour collecter ces objets-là. Donc, c'est un objet assez simple. Si l'agent entre dans sa zone de collectage, cet objet est collecté. Après, en fait, j'essaye vraiment de vous parler vraiment de tout, les gars, pour voir vraiment si ça vous intéresse et que vous voulez participer à ce projet, les gars. Donc, j'essaie vraiment de parler un peu de tout, de parler de tout, de tout. Il y a aussi des zones, voilà, parce qu'il y a aussi des zones où l'agent peut aller récupérer de l'énergie parce que s'il a dépensé beaucoup d'énergie, il y a des zones comme des checkpoints, il peut aller se ravitailler. Donc, quand il entre dans cette zone, il a une recharge d'énergie. Donc, il a une recharge progressive, hein. C'est-à-dire, s'il entre dans la zone, à chaque 2 secondes, il a plus de sur son énergie jusqu'à atteindre un seuil maximum. C'est-à-dire, s'il entre dans la zone, après il sort à l'instant T, bah, il n'aura pas une recharge complète. Donc, il faudrait que votre agent puisse comprendre cela, que je dois entrer dans la zone. Si je suis à une énergie faible, j'entre dans la zone de recharge. J'attends un certain instant, j'attends un temps donné pour pouvoir me recharger avant de quitter la zone. Donc, c'est ça. Et bien sûr, la zone a une capacité de recharge. Et si la capacité de recharge de la zone est épuisée, la zone devient inactive. Comme vous voyez ici, hein, comme vous voyez, et là, cela veut dire la zone devient inactive si sa capacité de recharge est inférieure à 2, parce qu'il recharge 2 unités. Ça, c'est les zones de recharge et on a tout, je pense. Vraiment, c'est vraiment les objets de base qui ont été implémentés, mais il y a encore plein de choses à faire. Pour l'instant, j'ai pas encore géré des munitions. Par exemple, il y a pu avoir des agents qui vont aller prendre des munitions. Aussi, bien, voilà, le but, par exemple, on a vu tout à l'heure l'agent qui va soigner. Son but, il a un peu le but, il a un peu il est un peu différent, bien sûr. J'allais confondre. L'agent qui est chargé de soigner les alliés, il est un peu différent de la source d'énergie parce que la source d'énergie est différente de la santé parce que ici, il y a l'énergie, après, il y a la santé. Je sais pas si c'est santé. En fait, quand ton énergie est à zéro, tu vis encore, donc tu peux vivre. Tu peux te recharger et continuer. Parce que quand ton énergie est à zéro, c'est un peu comme un carburant, quoi. Si c'est à zéro, tu ne peux pas utiliser tes armes, par exemple. Par contre, il y a tes points de vie, voilà. Il y a tes points de vie que si c'est à zéro, tu meurs. C'est ça ici. Parce que quand tu es attaqué, ce sont tes points de vie qui sont touchés, c'est pas ton énergie. Mais quand tu attaques, c'est les points d'énergie que tu utilises pour attaquer. Je peux vous remontrer ici dans l'agent qu'on a implémenté complète là. Alors, là où il attaque, vous voyez, quand il attaque, son énergie, à chaque fois quand il essaie d'attaquer, son énergie diminue. Après, vous pouvez faire d'autres comportements assez complexes. Par exemple, même quand il se déplace, son énergie diminue. Même même quand il scanne une zone. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Je pense que ce serait intéressant de mettre ça en place. Quand l'agence scanne une zone, il doit normalement perdre une énergie parce que c'est une capacité. Ce sont des capacités propres à un patrouilleur. Donc, il doit scanner une zone. Il doit attaquer, mais pas trop. Il doit être rapide aussi pour éviter des affrontements. C'est ça le but derrière. Après, on a vu l'énergie, c'est ça. Ça sont les objets qu'on a vus.
Après, bon, j'aurais dû vous parler de ça d'avant, mais ça, c'est vraiment l'entité de base de toutes les entités, en fait. Parce que vous voyez, même si vous remontez l'agent ici, par exemple, la classe agent, vous voyez que l'agent lui-même, c'est une classe fille de la classe entité. En fait, la classe entité, c'est la classe mère de tous les autres objets du projet. Donc, tout le monde hérite de entité. C'est ce que vous allez voir. Parce que entité, attends, on revient dans entité. Entité, vraiment, il contient vraiment les éléments de base de tous les objets de la scène, comme des positions, x, y, la taille, le type, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et vraiment, il a ici deux méthodes qui sont propres à tout le monde. Il y a deux méthodes que tout le monde utilise, en fait. Bon, celle-ci, elle est là pour calculer la position relative d'un objet par rapport à l'autre. C'est juste pour cette position relative ici, je l'ai fait simple. J'aurais dû, par exemple, retourner les positions, par exemple, l'angle par rapport à moi. Mais j'ai juste fait une position simple. Mais c'est presque la même chose. J'ai juste dit si tu es à gauche, si tu es en haut, si tu es en haut, en bas, si tu es en bas à gauche, en bas à droite, ainsi de suite. Donc, ça peut permettre à l'agent de savoir au moins où se trouve son ennemi par rapport à lui. Ça, c'est la classe entité, c'est la classe mère. Il faut retenir que la classe entité, c'est la classe mère de toutes les autres classes. En fait, toutes les autres classes héritent de cette classe. Après, ici, on a les types. Bon, ici, ce sont des paramètres, ce sont des différents types d'entités qui ont été implémentés. Donc, pas grand-chose à dire ici. Pour ne pas à chaque fois écrire des strings dans le projet, j'ai préféré centraliser ça ici. Alors, maintenant, je peux vous montrer l'environnement. L'environnement, en fait, l'environnement, le point d'entrée, l'environnement ici, c'est comme l'environnement en lui-même, quoi, comme la scène avec tous les autres objets, comment ils interagissent entre eux. Ça, c'est l'environnement où, voilà, on a la taille de notre map qui est de 500 x 500. Et c'est tout, ouais, on a les objets dans la scène, on a les agents dans cette scène. Et on peut lancer des projectiles, ainsi de suite. Et après, on a cette fonction, elle est appelée à chaque frame. Ça, c'est comme des frames, en fait. Cette fonction, elle est appelée à chaque frame. Voilà. À chaque frame, on doit appeler cette fonction. Donc, c'est comme chaque pas de temps, cette fonction est appelée. Et on exécute l'environnement. Ça, c'est comment l'environnement s'exécute. Et quand l'environnement s'exécute, on peut maintenant, en fonction des retours de l'environnement, effectuer certaines actions. Alors, qu'est-ce qu'il y en a encore à voir? Alors là, c'est bon déjà. Ça, c'est vraiment ce que j'ai expliqué là, c'est l'environnement en lui-même. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait pour l'apprentissage par renforcement autour. Comme je vous ai dit depuis le départ, je me suis concentré pour l'instant sur l'agent le patrouilleur, c'est-à-dire parce que j'ai vu que c'était le plus simple à faire, contrairement à d'autres comme le sniper ou d'autres types d'agents qui ont un comportement plus complexe. Mais j'ai trouvé que le comportement du patrouilleur est plus simple à faire. Du coup, j'ai déjà fait le comportement du patrouilleur. Si vous voyez le dossier RL agent ici, c'est le patrouilleur intelligent en fait. Donc, le patrouilleur intelligent, ici, j'ai défini déjà les actions que ce patrouilleur peut faire. Alors, ici, j'ai assez bien discrétisé les mouvements qu'il peut faire. C'est-à-dire, il peut se déplacer sur les diagonales, il peut se déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas, ainsi de suite. Et sur les diagonales, il peut scanner une zone, il peut attaquer et il peut se cacher, se camoufler. Alors ici, des sites d'action, c'est le modèle, bien sûr, notre modèle de notre DQN, ou peut-être notre modèle d'apprentissage par renforcement qui va décider de l'action qu'il va prendre. Si vous êtes un peu si vous êtes un peu familier avec l'apprentissage par renforcement, vous savez que le principe est simple. On a d'abord un environnement. L'environnement envoie l'état. En fait, l'environnement envoie l'état de cet environnement à l'agent et l'agent va, à partir de cet environnement, décider des actions qu'il doit faire. Et bien sûr, après ça, on a des trucs de récompense et tout, mais je ne vais pas entrer en détail. Le but, c'est vraiment de vous présenter globalement. Donc ça, c'est notre agent intelligent. Vous voyez, bien sûr, il hérite du scout. Parce que, bon, pourquoi ne pas le faire dans le scout? Bien sûr, parce que je ne voulais pas mélanger trop de choses.
Au départ, j'avais fait dans le Scout, mais après, j'ai vu que si je veux changer de tournure dans le projet, je serais obligé soit de supprimer tout ce que j'ai implémenté pour recommencer. Du coup, j'ai préféré recréer une autre classe, mais c'est pas grave. Donc, dans cette classe, c'est notre modèle, ou peut-être, comment dire, dans cette classe, c'est notre modèle qui prend les décisions, d'accord? Et on a un ensemble, on a un espace d'action, on a un espace d'état aussi qui reçoit. Alors, pour l'espace d'état, ça, ce sont l'espace d'action qui peut faire. Pour l'espace d'état, il récupère les... Alors, comme le scout, pour l'instant, comme je vous ai dit sur le scout, on doit connaître quelle information a besoin d'un scout quand il se déplace. D'accord? Il a besoin, bien sûr, de bien repérer les ennemis. Ça, c'est de 1. C'est-à-dire, le scout, on doit l'encourager quand il découvre des ennemis, quand il découvre des sources de ravitaillement. C'est ça, le scout. Donc, on doit l'encourager pour ça. Par exemple, si neutralise un ennemi, on doit pas trop, on va le féliciter, mais on va pas trop parce que c'est pas son rôle. Il doit neutraliser un ennemi vraiment s'il n'a pas le choix. Son rôle vraiment, c'est découvrir des nouvelles zones, des nouvelles régions, découvrir des nouvelles régions, les gars. Donc, c'est ça le but du scout de façon naturelle. Donc, ça vous donne déjà des idées dans le modèle qu'on va mettre en place, si vous avez compris. Alors, si je cherche ça c'est juste la classe de base, hein. Maintenant, je cherche où j'ai implémenté le modèle. Il est ici, voilà. On clique là, modèle. Alors, je vais commencer par quel d'abord? Je vais commencer par quel? Ici, voilà. Bon, ça, c'est le réseau de neurones en lui-même. Euh, Ici, j'avais fait d'abord deux choses. J'avais d'abord fait celui-là, après j'ai fait celui-là. Celui-ci est plus poussé. Celui-ci est plus poussé parce que ici, comme je vous ai dit, le scout, il a besoin des informations que son environnement l'envoie. Et on a vu que dans la classe agent, on avait la possibilité de récupérer les informations que l'agent voit dans son champ de vision. Alors, quand on récupère ces informations, comme je vous ai dit, j'ai fait ça, j'ai fait deux éléments différents. J'ai d'abord fait deux approches. Dans la première approche, j'ai juste utilisé les positions relatives, comme vous avez vu, c'est-à-dire tu as repéré un ennemi ou par exemple un objet. Il se trouve où par rapport à toi? Par exemple, il se trouve à gauche de moi, il se trouve à droite, ainsi de suite. Bien sûr, ceux qui sont dans son champ de vision, parce qu'il ne voit pas derrière, il ne voit pas hors de son champ de vision. Donc, il donnait la position relative de ces objets, il donnait la nature de l'objet, si c'est un drone, si c'est juste un mur, si c'est si c'est par exemple des kamikazes, si c'est aussi, il y a quoi qui a été fait encore. En fait, il donne la nature de l'objet, il donne sa position relative. Il donne, par exemple, il donne le nombre d'objets, voilà, qui sont dans le champ de vision de l'agent. Comme je vous ai dit, pour l'instant, ce réseau est optimisé pour le scout, parce que le scout a besoin aussi de connaître combien d'ennemis il réussit à avoir, par exemple, dans son champ de vision, parce que on doit pousser le scout à repérer le plus d'ennemis que possible. D'accord? Aussi, est-ce que c'est un source de ravitaillement, ainsi de suite. Donc ça c'était les informations que j'ai récupérées ici. Et j'ai entraîné le premier modèle avec ces informations. C'était pas très concluant parce que vu que l'environnement est assez vaste, bah, le scout, lui, il ne comprenait rien en fait. Donc, il ne s'en sortait pas. Je suis passé à une seconde approche. Du coup, cette fois-ci, je me suis basé sur... En fait, j'ai transformé ces informations qu'il reçoit sous forme d'image cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous expliquer jusqu'à ce que vous compreniez, mais je pense que j'ai fait d'abord des tests ici. J'ai d'abord fait des tests ici, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. En fait, on peut voir cette map un peu comme euh, l'environnement complet. Et le point A qu'on voit là, c'est notre scout. Notre scout, il a un angle de vue limité, c'est-à-dire il voit un nombre d'objets qui sont dans son voisinage et bien sûr dans son champ de vision. Par exemple, on suppose que le scout qui est là, il voit
six objets qui sont autour. Donc, au-delà, il ne voit pas ça. Il voit juste les 6 objets là dans son champ de vision. Et ceux qui sont derrière, il ne les voit pas parce que c'est pas dans son champ de vision. Le but, bien sûr, c'est de récupérer cette vision exactement comme nous humains, nous voyons. Par exemple, quand nous voyons notre environnement, on ne voit pas juste les positions des éléments par rapport à nous. On ne voit pas juste la nature de ces objets. On voit plus que ça. On voit la nature spatiale de ces objets. Comment ils sont même disposés de façon spatiale. C'est ça exactement. Par exemple, si vous êtes dans la rue, il y a 5 personnes devant vous. En fait, vous percevez ces personnes dans l'espace, en fait. Vous ne les percevez pas dans votre tête avec leurs coordonnées X, Y dans la tête. C'est pour ça que ces informations n'étaient pas très utiles. Bien sûr, j'ai essayé maintenant de donner cette information spatiale à l'agent, c'est-à-dire vraiment, il perçoit son environnement. Donc, on va essayer de récupérer sous forme d'image les éléments qui sont dans son champ de vision. Alors, ici, ça c'est la fonction qui fait ça, hein. Ça c'est la fonction qui fait ça. Ça c'est la fonction qui le fait. Bien sûr, c'est pas sous forme d'image, bien sûr, qu'on le récupère. On le récupère en fait sous forme de calque plutôt. En fait, ce sont des images, mais sous forme de calque. Parce que si vous les récupérez sous forme d'image simple, c'est pas informatif. Il faut récupérer ça sous forme de tenseur pour dire, imaginez un tenseur sur une matrice, hein. Une matrice par exemple de 64 fois 64 fois 17 par exemple. C'est-à-dire, on a 64 fois 64 et on a une profondeur de 17. À chaque couche de cette tenseur représente un élément. Par exemple, voilà, c'est comme l'image en fait. Une image, généralement, les images sont des matrices, avec une profondeur de 3, c'est-à-dire RGB. Si la première couche c'est R, la seconde c'est G et la troisième c'est B. C'est la même chose avec notre agent. Lui si on a 17 types d'éléments différents dans notre monde, chaque couche de cette tenseur représente un élément précis. C'est-à-dire, par exemple, ici, je ne sais pas si j'ai affiché un tenseur, mais sinon, le tenseur, lui, il a ici, dans la version complète, il a 17 couches, mais ici, on voit qu'il a 14. Mais dans la version complète, on a 17 couches parce qu'il y a plus d'éléments qui ont été faits. Donc, par exemple, la première couche du tenseur représente l'agent. Donc, ça va remplir les éléments de cette matrice avec les informations sur l'agent. Donc, si l'agent se trouve à la coordonnée X, Y, il occupe quel espace dans le monde, ces coordonnées seront remplies. Et on ne le remplit pas uniquement avec des 0 ou des 1. On est un peu allé plus loin. On le remplit aussi proportionnellement à l'énergie de l'agent. Par exemple, cela va nous permettre de développer des comportements plus complexes à notre modèle. Par exemple, ça vous donne déjà une idée. Par exemple, si sur une couche, on a 2 drones et qu'il y a un drone qui a une énergie qui a 100% de son énergie et on a un drone qui a 25% de son énergie. Vous voyez qu'on ne doit pas mettre des 1 partout, on va mettre proportionnellement à l'énergie. On va mettre de la valeur proportionnelle à l'énergie et aussi sera dispersée en fonction de la surface que ce drone occupe dans l'espace. On peut avoir des drones de rayon qui ont un rayon de 5, on peut avoir des drones qui ont des rayons de 2, on peut avoir des drones qui sont plus de grande envergure. Donc, ces éléments sont donc représentés sur chaque couche et en fonction du type d'élément. Bien sûr, on peut fusionner certaines couches pour les éléments qui ont certaines propriétés semblables. Comme ici, j'ai fusionné les couches comme le brouillard de communication et la fumée, parce que c'est presque semblable. On fusionne ces couches-là. Alors, de façon visuelle, j'ai fait un visuel ici. De façon visuelle, ça ressemble à quoi? Voilà, de façon visuelle, ça ressemble à ça, ce que j'appelle les couches. Alors, on va imaginer un agent qui observe, parce que j'ai récupéré ces informations depuis une simulation, hein, depuis la simulation que j'ai faite. J'ai chargé le fichier là-haut et j'ai essayé de visualiser ce que l'agent perçoit de son environnement. Alors, donc, ici, je représente chaque couche de son environnement. Donc, je pense qu'il y a la version finale, c'est ici. Voilà. En fait, en réalité, voici ce que l'agent voit de son environnement. Bien sûr, chaque élément avec les couleurs différentes là, représente un objet. Par exemple, on peut dire le jaune représente la fumée. Ce qui est rose là, c'est comme des murs. Non, ce qui est noir, c'est des murs. Et ce qui est rose là, je pense que ce sont des mines. Ce sont des mines, c'est-à-dire si l'agent pose le pied dessus, il explose.
Ce qui est vert là, ça doit être des projectiles, un truc de ce genre. Donc, voici en fait ce que l'environnement que l'agent perçoit. Mais ça, c'est de façon visuelle. De façon, comme on a parlé de tenseur tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait tout ça. La première couche, on a notre agent. Donc, sur la première couche, on a juste l'agent qui est au centre. Seconde couche, on a les ennemis. Non. Seconde couche, on a les alliés. C'est-à-dire les autres agents comme lui. Ça peut être des snipers, ça peut être d'autres types d'agents. Par exemple, on voit que dans son champ de vision, il ne voyait aucun agent. Ça peut être des drones. Ici, il ne voyait aucun drone. Ça peut être des kamikazes, voilà. Vous voyez, ici, il voit 3 kamikazes alignés là. Donc, il doit faire attention, il doit se tenir à distance. Ça, c'est un patrouilleur. Le patrouilleur, bien sûr, c'est de tenir à distance de ces kamikazes et d'informer ses alliés. Donc, on voit ce qui est dans son champ visuel. On voit aussi qu'il y a des zones où il y a de l'énergie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire ces kamikazes sont là, bien sûr, pour protéger ces zones-là. Vous voyez, il voit de l'énergie. Il voit aussi des zones minées. Vous voyez, il y a plein de trucs minés là. En fait, vous voyez que, bien sûr, tout ça, c'est sous forme de tenseur. C'est parce que j'ai juste représenté chacune des couches. Vous voyez qu'après, pour notre réseau de neurones, comme on a vu tout à l'heure, c'est plus simple pour lui de comprendre ça. Ça, c'est visuellement ce qu'on voit, ce que l'agent voit. Mais ce que le réseau, lui, voit, c'est bien sûr le tenseur que je vous ai montré, qu'on a interprété tout à l'heure. Ça, c'est la même chose. Même chose. Ça, c'est la même chose. Alors, si on revient à notre truc, c'était pour vous expliquer, en fait, c'était pour vous expliquer notre modèle. Donc, notre modèle, c'est un réseau de neurones convolutif. Il attend une image en entrée ou un tenseur, comme bien sûr on a vu tout à l'heure. Il prend cet tenseur-là, il applique des filtres, il applique des fonctions d'activation, ainsi de suite. Et après, j'ai également combiné cette méthode à la première méthode, parce qu'à la première méthode, on donnait quand même des informations importantes, comme la position relative, le type d'agent, ainsi de suite. Bien sûr, j'ai combiné ces deux méthodes. Vous voyez ici, il y a un réseau de neurones multicouches ici, qui est combiné à ça. Donc ici, si on revient ici, on va voir qu'en fait, on a deux entrées, on a deux types d'entrées. On a les entrées vectorielles qui représentent les informations dont on a parlé au départ pour le premier modèle. Et on a les informations, bien sûr, sous forme de tenseur. C'est plutôt minimap ici, voilà. C'est plutôt minimap. On a des informations sous forme de tenseur qui représentent vraiment la vue spatiale la vision spatiale de l'agent. En combinant ces deux méthodes, on espère avoir des bonnes performances. Donc ça, c'est le modèle. Ça, c'est un autre modèle qui n'a pas encore été fait, qui sera probablement fait. Après, on a également... oui, ici, on a la logique d'entraînement de notre modèle. On a quoi ici? Oui, on a le training. On a ça, oui. En fait, ça, c'est la classe training. Ici, là, ici déjà, on permet à l'agent, par exemple, de s'entraîner et de sélectionner des actions. Comme je vous ai dit, le réseau prend en entrée de l'état de l'environnement et en sortie, on doit prendre une décision, c'est-à-dire une action. Donc ici, il va sélectionner une action en fonction du training qu'il a eu à faire. Donc il s'entraîne aussi. Il entraîne sur une bâche. Ici, j'ai mis un batch de 64, c'est-à-dire il va s'entraîner sur un ensemble de données qu'il a eu à collecter, ou peut-être sur un ensemble de connaissances. C'est mieux comme ça. C'est tout, les gars. Alors, là, c'est l'entraînement. Après, avant ça, déjà, vous voyez que déjà ici, si vous avez remarqué, j'ai présenté deux mondes. Au départ, je vous ai présenté un monde où c'est vraiment l'environnement en lui-même, où on a parlé, c'est l'heure d'apprendre. Comme je disais, on a présenté deux mondes. Le premier monde, c'est où on a vraiment l'environnement en lui-même, qui est presque statique et qui a son dynamisme, qui réagit avec lui, qui a sa façon d'interagir avec les agents, avec les objets, ainsi de suite. Et après, on a parlé de notre modèle, où on parle comment l'agent perçoit l'environnement, comment il prend des décisions.
Mais maintenant, il nous faut trouver un pont entre les deux mondes parce que l'agent, quand il prend la décision, il faut qu'il les applique dans ce monde pour pouvoir évoluer. Du coup, pour pouvoir faire cette liaison, j'ai créé ce wrapper env qui permet de faire la liaison entre les deux mondes. Donc, les actions qui seront prises par le modèle seront appliquées dans l'environnement. Tu vois, vous voyez, c'est là que on va obtenir notre simulation finale. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à montrer ici? Vraiment, c'est ici que beaucoup de choses se passent. Par exemple, c'est ici que l'agent va prendre la décision. On va vérifier si cette décision est optimale. Bon, pas si cette décision est optimale, on va le récompenser en fonction de cette décision. Par exemple, s'il a décidé de faire une attaque, on va essayer de le récompenser pour ça, ainsi de suite. Par exemple, ici, voici la logique de récompense. Depuis, je vous le dis au départ, pour l'instant, c'est optimisé pour l'agent de patrouille, donc juste pour lui, parce que pour le sniper et tout ça n'est pas bon pour lui, pour la logique de récompense et même le réseau que nous avons vu, parce que les mêmes informations ne sont pas pertinentes pour lui, par exemple. Parce que le patrouilleur, le sniper, par exemple, peut-être, il n'a pas besoin de savoir combien d'ennemis il voit directement. Il n'a pas besoin d'avoir certaines informations, en tout cas. En tout cas, pour qu'il développe le comportement qu'on attend de lui, il n'a pas besoin d'avoir les mêmes informations que le patrouilleur. Donc, pour l'instant, même ce wrapper env il est adapté pour le patrouilleur. En fait, il est fait pour le patrouilleur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Ici, bon, on va parler des récompenses et tout, parce que c'est vraiment le cœur aussi du principe de l'apprentissage par renforcement. Ici, on doit récompenser on a vu que notre patrouilleur peut prendre des décisions, on doit le récompenser pour ça. Quand est-ce qu'on estime que le patrouilleur a pris une bonne décision? Par exemple, on peut le récompenser s'il essaie d'explorer toute une map. En fait, s'il essaie d'aller dans toutes les régions de la map, on va dire, ah, ça c'est un bon comportement. Le patrouilleur, il doit aller partout. Même pour simuler ce comportement-là, j'ai fait une matrice ici que j'ai appelée map, voilà. En fait, j'ai fait une matrice ici, assez petite, de 64 x 64, qui représente une version réduite de la map. Donc, quand l'agent est à la position XY de la map complète, ça représente une position dans cette matrice. Du coup, cette position est marquée 1 dans la matrice. Si au final, toutes les positions de la matrice sont marquées 1, ça veut dire l'agent a parcouru à peu près toutes les régions. Vous voyez les gars, donc on essaie donc de matcher les positions X, Y de l'agent à l'instant T avec cette matrice. Et cela évolue au fur et à mesure. Ça, c'est une information pertinente pour le patrouilleur. Bien sûr, plus vous allez augmenter, parce que notre map, vous savez, elle est de 500 x 500. Ça, c'est la carte complète. Vous voyez, on a fait une version réduite, c'est-à-dire presque de moins de 1/5 même. Donc, moins de 1/5, c'est-à-dire, ça, c'est pas une version fiable de l'environnement, hein. C'est juste une version réduite de l'environnement, mais qui peuvent donner des informations significatives. Donc, quand l'agent a la position XY, ça représente une région de la map, ainsi de suite. Et on va essayer de le récompenser en fonction de ça. Donc, on essaie de le récompenser à ça, en fonction de ça ici. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme ici? S'il essaie aussi de patrouiller dans les bordures, parce que faudrait pas que Enfin, on essaie vraiment de voir s'il essaie de partir partout sur la map. Et on le récompense pour ça. Ça sont des récompenses positives. Alors, s'il fait quoi encore? S'il décide d'attaquer, parce que c'est pas son comportement réel, on vérifie d'abord s'il avait d'abord la bonne énergie pour attaquer. S'il n'avait pas la bonne énergie, on le punit pour ça. Et bon, on essaie de le récompenser quand même quand il essaie aussi d'attaquer. Et il y a encore quoi? En fait, il y a vraiment un dynamisme assez complet ici. Parce qu'il y a aussi, j'ai mis en place dans l'agent, dans le scout, une façon de vérifier si, dans l'environnement, une façon de vérifier si l'attaque que l'agent a lancée à l'instant T a touché ou pas un ennemi.
Et cela se fait bien sûr, vous avez vu, chaque projectile a un auteur, et ainsi de suite. Donc cela se fait en fonction de ça. On vérifie si l'attaque qu'il a lancée dans le temps, ou peut-être pas le passé, a touché un adversaire ou pas. Si sa dernière attaque n'a pas touché un adversaire, ça veut dire que probablement il a perdu des balles, il a tiré dans le vide, ou bien on appelle ça quoi? Il a mal ciblé l'adversaire, donc on le pénalise pour ça. Après, pour le scout, comme je vous ai dit, pour le comportement du scout, il a besoin de repérer autant d'ennemis que possible. Donc, on le récompense en fonction du nombre d'ennemis qu'il voit dans son champ de vision à l'instant T. Plus il a d'ennemis dans son champ de vision à l'instant T, plus il a de bonnes récompenses. Aussi, on le récompense s'il reste en vie. On le récompense s'il reste en vie. Parce que on l'encourage à rester en vie à chaque frame. Alors, ici, c'est le même comportement. Il y a encore quoi de bon ici? En fait, vraiment, ça, c'est une fonction de récompense assez complexe. Et chacun y va à sa sauce. S'il meurt, on le pénalise. Ainsi de suite. Alors, s'il entre il y a aussi des zones interdites. Alors, dans la logique de l'environnement, j'ai défini certaines zones interdites qui sont au-delà de 500, ou peut-être entre 500 et plus l'infini, et entre 0 et moins l'infini. Ça sont les zones interdites, c'est-à-dire, il ne doit pas aller dans ces régions-là. Il y a aussi des zones interdites qui sont des régions très proches des kamikazes ou de certains ennemis. C'est-à-dire, s'il entre dans ces régions-là, ce sont comme des zones dangereuses. Donc, quand il entre dans ces régions-là, il est pénalisé pour ça. Donc, vraiment, on encourage notre scout à localiser des ennemis et en restant à distance. Vous voyez, c'est vraiment la stratégie du scout. Il doit aller localiser où se trouvent des ennemis, rester à distance, ne pas attaquer, et attaquer en cas d'urgence et envoyer des informations à ceux qui sont, en tout cas, qui sont formés pour attaquer. Ça, c'est la logique de notre modèle. Donc, après, on lance tout ça, ça tourne, et au final, on voit si ça marche. En fait, le vrai problème, en tout cas, le vrai problème que moi, je rencontre pour l'instant pour ce modèle, c'est que j'ai des idées, j'ai bien des idées à implémenter, je connais peut-être ce que je peux faire. Le blocus, c'est au niveau de la puissance de calcul, en fait, parce que, par exemple, j'ai lancé un truc dans mon PC, ça fait 2 jours là. En fait, je l'ai lancé. À chaque fois quand je le lance, si moi j'ai pas dormi, quand mon PC commence à tomber en veille là, le modèle ne va pas tourner en fait. Par exemple, si je lance disons à 15 heures comme ça, et qu'après je vais aller dormir, par exemple, si c'était à l'époque 72, ça va arrêter à l'époque 72. Je sais pas pourquoi. Donc le vrai problème c'est ça, c'est que c'est assez gourmand, donc ça tourne et on n'a pas de vrais résultats en fait, parce qu'on n'a pas de bonne puissance de calcul, c'est ça le problème. Parce que si on avait un truc qui va tourner rapidement là, je pense on pourrait observer de belles choses. Mais sinon, j'ai quand même fait quelques époques, j'ai quand même entraîné sur quelques époques, mais c'est pas concluant en tout cas, parce que euh, comme je vous ai dit, euh, je ne peux pas me permettre de lancer ça en pleine puissance comme ça sur mon pauvre PC comme ça, parce que je n'ai pas. Alors les gars, j'espère que vous êtes. En tout cas, merci encore si vous êtes toujours intéressé par ce projet vraiment. N'hésitez pas, le projet est là en open source sur GitHub. Je vais d'ailleurs le mettre je vais d'ailleurs le mettre dans la description, le lien pour le faire des pull requests, pour contribuer en tout cas. Si vous voulez contribuer, si vous voulez même apprendre, parce que si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que ça peut vous intéresser, ça peut vous aider, que ce soit dans vos soutenances, dans vos études ou dans vos projets, les gars. Donc voici déjà à quoi ressemble un environnement. On peut déjà remarquer certains éléments que nous avons vus. On a vu des kamikazes, on a vu des sources d'énergie, on a vu des zones
des zones de fumée. Ça, c'est une zone de fumée statique. Mais il peut y avoir des zones de fumée, il peut y avoir des drones qui vont lancer des fumées quand ils entrent en contact avec toi. On a des zones d'énergie plus importantes comme ça, vous voyez. Donc, imaginez si le scout localise cette source d'énergie, vous voyez, il sera plus récompensé parce que c'est sa mission en fait. Il doit aller localiser, débusquer les points stratégiques. Donc, on a quoi encore? On a des murs. Bon, les murs, j'ai juste à aligner des murs bizarres comme ça. Mais sinon, on peut aligner des murs plus collés les uns des autres pour pouvoir vraiment former un mur. On a des tourelles qui sont là. Ça, c'est une tourelle. Quand tu entres dans une certaine région ici, il va te tirer dessus. Alors, en fait, on a on a quoi c'est parti? Ici, ce sont des objectifs à atteindre. Donc, quand il atteint cet objectif, il est récompensé. Alors, on a quoi d'autre? Bon, certains entraînements que j'ai lancés, un truc d'intéressant que j'ai réussi à obtenir. En fait, j'ai lancé l'entraînement que j'ai récupéré, j'enregistrais la simulation à chaque deux boucles d'entraînement en tout cas. Bon, comment pas deux boucles d'entraînement. À chaque deux époques en fait. Donc à chaque deux époques, j'enregistrais la simulation. Et une simulation, il dure 1000 frames en fait. Donc à chaque 2000 frames, j'enregistrais pour pouvoir observer parce que pour l'instant, je n'enregistre pas le modèle en lui-même parce que je ne trouve pas ça utile pour l'instant. Le but, c'est d'observer les comportements de l'agent, s'ils sont intéressants, de voir comment on peut améliorer. Mais vous voyez vous-même, j'ai lancé ça vraiment toute la journée d'aujourd'hui, j'ai lancé ça. J'ai lancé ça le matin à 9 h. À 16 h, c'était encore à 70 époques, vous voyez. Alors que j'avais lancé sur 500 époques. Vous voyez que si c'est encore à 70 époques, les gars, ça ne vaut pas la peine. Du coup, j'ai coupé. C'est pour ça même d'ailleurs que j'ai récupéré à chaque deux époques. Parce qu'à chaque deux époques, récupérer des résultats, c'est pas pertinent. L'idéal, c'est de récupérer peut-être à chaque 100 époques, récupérer une bonne information, vous voyez. Parce que récupérer vraiment ce que l'agent a appris. Mais j'ai récupéré à chaque deux époques pour voir juste ce qu'il apprend. J'ai réussi à observer un truc intéressant à l'époque 42, je pense. À l'époque 42, alors, j'appelle époque, vous pouvez appeler épisode aussi, hein. Parce que l'épisode, vous voyez, ce que j'ai remarqué d'intéressant à l'épisode 42, c'est que déjà il a atteint toute la fin, parce qu'il n'est pas mort avant. Donc il a atteint tout le temps qui était réservé à cette époque. Parce que chaque époque dure 1000 frames ou 1000 étapes. Donc vous voyez que déjà il a atteint tous les 1000 étapes. Par exemple, si je prends l'époque 2, par exemple. L'époque 2, il a atteint 400 étapes, ce qui était assez surprenant. Certaines époques, il n'atteint pas beaucoup, hein. Regardez, par exemple, l'époque 10, il atteint 73 étapes sur 1000. Donc, ça dit il est mort en coup de chemin. Soit on l'a tué, soit il est quitté du champ de bataille, soit il s'est fait piéger par un drone, soit n'importe quoi peut l'arriver. Donc, ce que j'ai réussi à obtenir d'intéressant, c'est l'époque 42. Peut-être vous ne voyez pas où je sélectionne les époques, mais sinon, j'ai mis une zone de sélection ici. Alors, 42, je ne le vois pas. Alors, le voici. 42. Vous voyez, à l'époque 42, déjà, voici son point de départ. On peut observer son comportement pour voir s'il a vraiment émergé comme un scout, s'il a appris les comportements du scout qu'on attend de lui. Voilà. Par exemple, là, on a un drone qui passe dans son champ de vision pendant quelques secondes. Est-ce qu'il va... Voilà, il essaie de scanner la zone. OK. En tout cas, on voit que là, il avance, il hésite. Là, autour de lui, il ne voit que des murs, donc c'est pas pertinent, c'est pas intéressant en tout cas, parce qu'il n'est pas récompensé pour ça. Je pense qu'il essaie d'attendre ici parce que soit c'est l'aléatoire, soit c'est parce que ces drones-là sont passés dans la zone. Alors là, il a tiré. Il a tiré, pourquoi? Il y a un mur ici, il est bloqué. Là, il s'est bloqué. C'est-à-dire, en fait, il est en train d'essayer d'avancer, mais le mur le bloque. En fait, il essaie d'avancer sur la diagonale, le mur bloque. Il scanne. Ok, là, il continue à avancer. L'idéal, ce serait que, en fait, il réussit à localiser, par exemple, cette zone et qu'il essaie de scanner la zone. Ok. Voilà, je pense que là, il a vu cette zone parce que ce qu'il voit, c'est pas uniquement ce qui se trouve dans cette zone qui est marquée là, non.
Parce qu'il voit sous forme de cercle, en fait. Attendez, je mets de la pause pour vous montrer. Voilà. Je pense que là, il est resté parce qu'il est en train de localiser des objets ici. C'est pour ça qu'il stagne sur l'endroit, en fait. Parce que si on voit bien, ce qu'il voit, il voit sous forme de cercle. C'est-à-dire, ce qu'il voit, c'est dans ce cercle comme ça. En fait, le cercle des rayons, de son rayon là. Donc, il voit sûrement tout ça, comme ça. Voilà. Parce que dans le JavaScript de ce code, moi, j'ai pas la possibilité de faire l'arc du cercle, en fait. Du coup, j'ai juste fait une ligne droite. Mais sinon, il voit, en fait, ici, il voit tout ce qui se trouve dans cette zone-là, dans le rayon. Donc, ça forme comme un cercle autour de lui. Mais il voit uniquement ce qui se trouve dans cette région, hein. Il ne voit pas ici. Donc, on voit quand même qu'il a hésité ici. Là, il a tiré, mais pourquoi? Alors, je pense, attends, on voit si ça n'a rien touché. Voilà, là, il est entré dans une zone de brouillage. Vous voyez que le drone qui est passé là, près de lui, il était dans sa zone d'attaque, il est entré dans la zone de brouillage, en fait. Il a lancé la fumée. Donc là, en tout cas, vu ça, on peut pas conclure grand-chose, je pense pas. On peut pas conclure grand-chose parce que ce n'est qu'à l'époque 42. L'époque 42, c'est vraiment le début, hein, parce que il apprend certains comportements, mais on peut pas conclure en tout cas. Mais on peut juste interpréter comme ça. Vous voyez que euh, les drones ont bien donné naissance à d'autres drones en fait, parce qu'au départ, on n'avait pas autant de drones. Donc le comportement de mutation, de, de duplication marche bien. On a des drones qui se dupliquent là. Et c'est ça les gars. Donc, on peut encore voir quelle époque. On peut voir cette époque pour voir ce qu'il a fait. Il est où? Je pense celui ici. Ok, il s'est fait tuer. Oh. Là, il a tiré. Vous voyez les projectiles qu'il a tirés là. Il a tiré ici et ici. Contrairement en tirant, je pense que parce que celui-ci est dans la région. Mais dans cette zone, il est tout seul. Voilà, il localise. Ok. Voilà. Je pense que cette époque, il n'avait pas beaucoup de choses à mettre là-dedans. Ouais, qu'en plus, il stagne sur une place. Ce qui n'est pas un comportement souhaitable pour un scout. C'est pas souhaitable. Ok, ici, celui ici. Là, là, il va sortir hors de la map. On voit que son temps n'a pas été long. Il est vite mort. Là, il est mort. On peut revenir à notre projet. Alors, comment je fais pour même cacher ça? Ok. Ok. Alors, on ferme tout ça. On ferme tout ça. On ferme ça. Bon, ici, là, dans le dossier vu, c'est ce que vous avez vu en HTML, CSS là, hein. C'est pas, il n'y a pas grand chose à montrer. Aussi, la simulation, je les enregistre sous forme de fichiers JSON comme ça. Donc, quand ça tourne derrière, j'enregistre les données de l'environnement, j'enregistre les données, l'état complet de l'environnement dans un fichier JSON. C'est-à-dire, tous les éléments de la simulation, je les enregistre. Et plus tard, je lance la simulation en parallèle. Je peux vous montrer par exemple ce fichier. En fait, une simulation est enregistrée sous cette forme-là, où on a des frames. À chaque frame, on a les informations sur cette frame. Et après, on peut faire un HTML, CSS pour visualiser ça, comme vous avez vu. Ça sont les épisodes qui ont été sauvegardés. Alors, vraiment, la vidéo a été longue, plus longue que ce que moi je pensais. Bon, que les gars, si ma présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, les gars. N'hésitez pas à partager le projet parce que mon but, c'est que plusieurs personnes puissent participer à ce projet et qu'on puisse avancer dessus ensemble, les gars. Parce que je trouve que c'est un projet assez intéressant qui peut nous amener j'ai envie de dire, à développer certaines compétences et à explorer plein d'approches, les gars. Parce que, bien sûr, j'ai eu à tester plusieurs approches. Je pense que même celle-ci n'est pas la meilleure. Je pense qu'il y en a encore d'autres approches que vous pouvez proposer. N'hésitez pas surtout, les gars, à rejoindre le projet. Et que dire? N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, les gars, et à partager. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars. Ciao, ciao!